Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 7 juillet, je vous propose de revenir tout d'abord sur la signature entre l'Australie et les îles Fidji de 2 traités en matière d'économie et de sécurité. Nous reviendrons également sur la visite de la première ministre japonaise Sanae Takaichi en Inde la semaine dernière, une visite visant à renforcer les liens économiques avec Delhi. Nous irons ensuite aux Philippines où s'est ouvert hier le procès de destitution de la vice-présidente Sara Duterte, un procès qui aura des conséquences politiques majeures, notamment pour les prochaines élections présidentielles de 2028. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en Inde, où le Dalai Lama a célébré hier son 91e anniversaire, quelques jours après qu'un militant tibétain s'est immolé devant le siège des Nations Unies à New York. Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue fidjien Sitiveni Rabuka ont signé hier à Suva, capitale des îles Fidji, 2 accords majeurs de coopération en matière d'économie et de sécurité. À travers le Vuvale Union Treaty, qui reprend le mot fidjien Vuvale qui fait référence à la famille, l'Australie s'engage à soutenir l'archipel du Pacifique à hauteur de plus d'$1 milliard australiens répartis sur une décennie à travers des mesures dans les domaines du crime transfrontalier, de l'éducation, de la santé ou encore des infrastructures. En matière de sécurité, la Ocean of Peace Alliance introduit quant à elle, selon le dirigeant australien, une obligation de défense mutuelle puisque les 2 pays devront se consulter pour décider de si des mesures sont nécessaires pour faire face à des développements qui menaceraient la souveraineté, la paix ou la stabilité de l'une des parties. Le Premier ministre fidjien a affirmé que l'accord en question élevait significativement la relation entre les 2 pays à une époque d'incertitude globale, et son homologue australien a ajouté que ces traités représentaient un des efforts les plus significatifs entrepris par l'Australie avec un autre pays. Autre point crucial de cette alliance en matière de défense et de sécurité, l'ouverture à d'autres pays du Pacifique dont les buts et les principes correspondent au traité. Le média australien ABC News a précisé que dans un premier temps, l'Australie allait probablement se contenter de chercher à étendre le traité à d'autres pays de la région dotés d'une armée fonctionnelle, à savoir la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga. Sitiveni Rabuka a affirmé que le traité ne menaçait pas la relation des Fidji ou de l'Australie avec la Chine, mais la réaction chinoise ne s'est pas fait attendre. La porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a appelé, je cite, au respect de l'indépendance des pays insulaires du Pacifique, à se concentrer sur leur durabilité, notamment en matière de développement économique, sans cibler de tierces parties. Un reproche qui ne dit pas son nom, dans un contexte de compétition stratégique croissante entre l'Australie et la Chine dans le Pacifique. Notons par ailleurs que le Premier ministre australien a qualifié le test chinois de missile balistique effectué hier, qui a atterri non loin de la zone économique exclusive des Tuvalu, d'action, je cite, déstabilisante et provocatrice. Après sa visite aux Fidji, Anthony Albanese était aujourd'hui aux îles Salomon pour participer aux célébrations liées à la fête d'indépendance de l'archipel, avec lequel l'Australie a annoncé le mois dernier le début prochain de négociations sur un nouveau traité. La première ministre japonaise Sanae Takaichi s'est rendue la semaine dernière en Inde pour la première fois depuis son entrée en fonction, une visite officielle qui a vu la signature de 16 accords et documents, dont un communiqué conjoint sur la résilience énergétique. Le Japon cherche à approfondir la coopération avec l'Inde face à l'influence croissante de la Chine et aux tensions politiques et économiques entre Pékin et Tokyo, et dans un contexte de relatif désengagement du président Trump du Quad, dont les dirigeants ne se sont pas réunis depuis le début du second mandat du président américain. Le quotidien japonais Asahi Shimbun indique que les 2 dirigeants se sont mis d'accord pour promouvoir le développement de talents, la coopération technologique et la participation d'entreprises japonaises à l'industrie indienne des semi-conducteurs. La délégation accompagnant Sanae Takaichi comptait d'ailleurs les représentants de 150 entreprises japonaises qui ont signé au total 129 protocoles d'accord, notamment pour des projets d'investissement d'un montant total de 12,4 milliards de dollars américains dans les domaines des semi-conducteurs, de l'IA, de l'automobile ou encore de la manufacture.
Le quotidien rappelle qu'une division des affaires économiques Japon-Inde a été créée en avril dernier pour accompagner les entreprises japonaises voulant pénétrer le marché indien en les aidant à faire face aux difficultés qu'elles rencontrent sur place. Enfin, la rencontre entre Sanae Takaichi et son homologue Narendra Modi a permis un accord pour étendre les exercices conjoints dans l'océan Pacifique et sur la coopération pour l'entretien des navires militaires. Le Sénat philippin a inauguré hier le procès de destitution de la vice-présidente Sara Duterte, accusée notamment de corruption et de détournement de fonds publics. Un procès qui aura des conséquences politiques majeures, puisque Sara Duterte risque la déchéance de ses droits civiques, ce qui l'empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2028. La représentante Renée Ko, qui est pour ce procès porte-parole de l'équipe des procureurs, a ainsi déclaré en conférence de presse qu'il s'agissait d'une affaire, je cite, « significative pour le futur de la démocratie des Philippines ». Le procès, qui devrait durer 92 jours selon l'agence Associated Press, se déroule avec une sécurité renforcée et notamment plus de 6000 policiers déployés autour du siège du Sénat où des partisans pro- et anti-Duterte se sont rassemblés. Notons que le procès se déroule dans un climat de forte rivalité entre le camp de la famille Duterte et celui du président Ferdinand Marcos Jr. et alors que l'ex-président Rodrigo Duterte, père de Sara Duterte, est actuellement détenu à La Haye en attendant son procès, prévu pour débuter fin novembre à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité en lien avec sa politique de guerre contre la drogue menée lorsqu'il était maire de Davao, puis président des Philippines. Sara Duterte, quant à elle, fait l'objet de 4 chefs d'accusation, à savoir détournement de fonds secrets destinés à des opérations sensibles comme la sécurité nationale ou les renseignements, fortune non expliquée, pot de vin et corruption au sein du département de l'éducation, portefeuille qu'elle a géré de 2022 à 2024, ainsi que menaces publiques d'assassinat. Sara Duterte a en effet révélé en novembre 2024 qu'elle avait engagé un assassin pour tuer le président, sa femme et le porte-parole de la Chambre des représentants si elle venait à être tuée elle-même. Notons que c'est la 2e année consécutive que Sara Duterte fait face à une procédure de destitution, procédure que la Cour suprême avait alors déclarée inconstitutionnelle. Enfin, 16 voix sur les 24 sièges de sénateurs seront nécessaires pour condamner Sara Duterte, sachant que seuls 21 seront physiquement présents tout au long du procès, puisqu'il manque à l'appel le sénateur Batos de la Rosa, soutien de la vice-présidente, qui est recherché par la Cour pénale internationale pour son implication dans la guerre contre la drogue, mais aussi les sénateurs Jingoy Estrada et Rodante Marcoleta, détenus tous les deux dans des affaires distinctes de corruption. Le Dalai Lama a célébré hier son 91e anniversaire à Leh, capitale du territoire de Ladakh, dans le nord de l'Inde. Des milliers de fidèles, moines, habitants de la région et visiteurs étaient rassemblés pour l'événement, lors duquel ont été organisées des prières bouddhistes, des spectacles culturels et des cérémonies spéciales pour célébrer la vie et le combat du leader spirituel des Tibétains en faveur de la paix et de la résistance non violente. Il faut savoir que l'anniversaire de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, est devenu un des événements les plus importants pour la communauté tibétaine au Tibet et dans le reste du monde. L'administration centrale tibétaine, qui constitue le gouvernement tibétain en exil, a publié un communiqué le même jour rappelant les 4 engagements pris par le Dalai Lama l'année dernière lors de son 90e anniversaire, avec notamment la promotion des valeurs humaines universelles et la promotion de l'harmonie entre les différentes traditions religieuses du monde, ou encore la préservation et la promotion de la culture et de la religion tibétaine. Le communiqué évoque aussi la loi chinoise de promotion de l'unité et du progrès ethnique, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, et affirme que le gouvernement chinois, je cite, a intensifié ses efforts pour assimiler les nationalités non chinoises en une identité nationale chinoise unique. Il ajoute que la récente loi, je cite encore, institutionnalise ouvertement des politiques visant à éroder les identités, les cultures, les langues et les traditions distinctes des peuples non chinois, et rappelle la détermination, la résilience et l'unité des Tibétains, que ce soit à l'intérieur du Tibet ou en exil, à protéger leur identité. Des mots qui résonnent avec une tragédie survenue jeudi dernier aux États-Unis. Le communiqué mentionne en effet
L'immolation et la mort du militant tibétain Lokba Rangzen, aussi connu sous le nom de Lobsang Palden, devant le siège des Nations Unies à New York, affirmant, je cite, que son sacrifice rejoint celui des 157 manifestants auto-immolés au Tibet et vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation du Tibet. Le militant de 52 ans, qui a manifesté et appelé à la libération du Tibet avant de s'immoler par le feu, protestait justement contre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi chinoise en accusant le gouvernement chinois de créer des politiques visant à détruire l'identité, la culture et la langue tibétaine. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.